J'ai longtemps été aidante, sans mettre de mots dessus. J'ai accompagné ma mère pendant de longues années. J'étais là, au quotidien. Je l'accompagnais à ses rendez-vous médicaux, faire les courses, j'organisais ses déplacements, je gérais l'administratif. Puis, j'ai découvert qu'il existait un mot pour définir ce rôle que j'avais pris. Aidante. Et surtout que nous étions 11 millions. 11 millions de personnes à apporter quotidiennement leur aide à un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap. 11 millions, soit un Français sur 6. Ma chance à moi, c'est que nous étions 3. 3 sœurs à se relayer auprès d'elles quotidiennement, à partager les joies, les peines, les difficultés, les doutes et la fatigue. Mais comment font les autres ? Quelles sont leurs histoires, leurs parcours ? Comment vivent-ils leur rôle d'aidant et d'aidante ? Pour le savoir, je suis allée à leur rencontre. Dans ce podcast, c'est eux que vous entendrez. Eux, et parfois leur entourage, ou des experts qui viendront nous éclairer sur la place des aidants dans la société. Dans ce premier épisode, je suis allée à la rencontre d'Aurélie. Aurélie est une jeune femme qui a été confrontée dès son plus jeune âge au rôle d'aidant. Mais il y a 1 an, tout s'est accéléré. Je suis Emmanuelle Miaux, bienvenue dans À chaque instant, un podcast produit par AG2R La Mondiale. Une précision, l'interview d'Aurélie a été réalisée par téléphone pour respecter les conditions sanitaires. Je suis Aurélie, j'ai 43 ans et je suis aidante, on appelle aidante. Ma maman est décédée l'année dernière, donc ça a été évidemment un choc pour toute la famille. À côté de ça, j'ai une sœur qui est handicapée. J'aidais, j'ai envie de dire, plus ou moins, parce que mes parents s'en occupaient beaucoup, mais au décès de ma maman, forcément, il a fallu prendre le relais. Et par là-dessus, mon papa, qui a mal supporté la disparition, est tombé malade. C'est-à-dire que son état de santé s'est beaucoup dégradé en 1 an de temps. Ça a commencé par des douleurs au dos. On savait pas trop ce qu'il avait. Il a été soigné pour un lumbago au départ. Il a même été jusqu'à être hospitalisé tellement il souffrait. Et en faisant des examens complémentaires, ils se sont rendus compte qu'il avait 2 vertèbres qui étaient complètement infectées. Alors ça paraît rien dit comme ça, sauf que en fait, si. D'abord parce que c'est extrêmement douloureux. Et la deuxième chose, c'est que c'est très long à soigner. Et en fait, suite à ça, il a eu plein d'autres choses. Il a eu une tumeur au rectum, il a eu des petites choses aussi, satellites pas très agréables. Et puis dernièrement, on lui a découvert un nerf en fait au niveau de sa colonne vertébrale qui est complètement coincé. Donc il a perdu toute la mobilité de sa jambe. Donc il n'arrive plus à se déplacer correctement. Ça a été très dur moralement pour lui évidemment, mais pour moi aussi parce que forcément on se dit bon voilà, ça y est, j'y suis, c'est dur hein. Faut essayer de l'accepter autant qu'on peut. Comment tu le qualifierais, ce rôle d'aidante ? C'est être là, c'est être présent pour les actes quotidiens. Concrètement, ça peut être prendre les rendez-vous médicaux. Mon papa, quand il était alité et pas bien, il y avait des choses auxquelles il ne pensait pas. Ça va être réceptionner, regarder tout le courrier. Et puis, on a reçu la feuille d'impôt. La personne en question peut pas s'en occuper. Je vais m'en occuper à sa place. Aller faire des courses parce qu'on se rend compte que le frigo il est un peu vide et que la personne elle est tellement pas en état de toute façon pour réaliser les choses que faut le faire à sa place aussi. Donc c'est à nous en fait de penser aussi pour l'autre. C'est tout ça en fait le rôle d'aidant. Donc forcément c'est dur à accepter au départ. Et puis après il y a une seconde phase où on se dit mais de toute façon c'est la vie, c'est comme ça, faut y aller. Et puis on les aime. Donc forcément on est là pour eux quoi. C'est quoi le plus difficile ? Moi honnêtement je trouve que c'est la charge mentale que ça représente. Parce que justement, il faut penser pour l'autre le mieux qu'on peut. Alors on n'est pas des surhommes ou des surfemmes, hein, évidemment. Mais c'est ça pour moi qui est le plus difficile parce que c'est tout le temps là en fait. C'est tout le temps là et il faut penser à l'autre quasiment tout le temps quoi. Et ça c'est dur. Et ça c'est le plus dur. C'est pas finalement le temps que ça me prend, même si ça prend un peu de temps, mais c'est pas ça le plus compliqué. C'est la charge que ça représente dans la tête quoi. Ça c'est dur. Comment concilier sa vie personnelle, sa carrière professionnelle et son rôle d'aidant ? C'est l'une des principales préoccupations des aidants et des aidantes qui continuent d'exercer une activité professionnelle. Entre le ménage, les soins, les rendez-vous, les courses et l'administratif, une majorité d'entre eux consacrent tout leur temps libre à aider leurs proches. Personnellement, ce qui m'a toujours semblé le plus difficile, c'est cette culpabilité de ne jamais être tout à fait à la bonne place au bon moment. Aurélie a elle aussi été confrontée à cette question. Pour jongler en fait entre ma vie pro, ma vie perso et mon rôle d'aidante, toutes les semaines en fait je fais un point. Ça peut paraître un peu militaire, mais n'empêche que ça aide. J'ai essayé de vraiment scinder mon temps, c'est-à-dire que quand je suis au travail, j'essaie d'être au travail, même si effectivement, on peut recevoir des coups de fil et puis du coup ça nous coupe un peu dans notre élan de boulot, mais autant que possible. J'essaie de me dire, le temps que je consacre à mon travail, je le consacre à mon travail. Le temps que je consacre à ma vie personnelle, je le consacre à ma vie personnelle. Par exemple, dans mon planning de la semaine, j'essaie de me dire, ce soir-là, ou cet après-midi-là, parce qu'il m'arrive,
de prendre des demi-journées, voire des journées pour pouvoir être présente et pouvoir les aider au mieux. Mais au moins, ce temps-là, je le consacre qu'à eux. Et ça, en fait, psychologiquement, ça fait du bien. Je parlais de charge mentale, ça aide, ça, à gérer cette fameuse charge mentale. On sait que c'est du temps qui aurait consacré. Et du coup, ça aide à mieux supporter les choses. Ça aide aussi à se libérer du temps pour soi. Et ça, quand on est aidant, c'est indispensable, vraiment. Parce qu'on peut vite se laisser happer, en fait, par ce rôle. Et que ça prenne toute sa vie. Et à un moment donné, ce n'est pas possible. Si on veut bien aider les autres, il faut être bien soi-même. C'est indispensable, ça. Et donc, il faut avoir du temps pour soi. Et puis après, effectivement, on a de toute façon des imprévus. Quand on appelle et qu'on dit là, je suis tombée ou j'ai besoin de toi parce que ça va pas, ou et c'est là en fait qu'on est complètement paniqué et que oui, il faut pallier à l'imprévu. Il y a des choses après, c'est vrai, à force d'avoir ce rôle, je pense qu'il y a des choses auxquelles alors une chute évidemment, ça on peut pas le prévoir. Sauf que on peut pas le prévoir, mais par exemple, on peut mettre en place des choses. Je pense à la présence verte notamment, qui est une assistance en fait, une assistante justement en cas de chute. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Et du coup, ça anticipe ce genre de choses. En mettant en place aussi, si par exemple, mon papa, moi, je sais que voilà, il a du mal à pour le ménage et tout ça, c'est un petit peu compliqué. J'ai mis en place une femme de ménage. Une dame de compagnie, ce qu'on appelle une dame de compagnie, qui peut être là pour l'aider à faire des courses ou même se promener, pour qu'il soit moins seul. Ça, c'est des choses qu'on peut anticiper et qu'on peut mettre en place. Mais c'est vrai que pour ça, faut être bien guidé. Et c'est pas toujours évident d'être bien guidé quand on est aidant. Mais il existe de plus en plus d'associations, il existe même des groupes de parole, des forums, des groupes Facebook, des choses comme ça qui font que ça permet de discuter et d'échanger et puis de se transmettre des choses pour faciliter un peu et alléger un peu les choses. À travers l'expérience de ses parents qui se sont occupés de sa sœur, Aurélie a dès son plus jeune âge été confrontée au rôle d'aidant, au sacrifice qu'il induit, à l'épuisement auquel parfois il conduit, et surtout à la nécessité de prendre du temps pour soi, de se préserver. Oui, j'avoue, la situation que j'ai vécue plus jeune avec ma sœur, et donc mes parents qui aidaient tout le temps ma sœur, ce qui était bien normal, ça m'a aidé à comprendre qu'il était important de prendre du temps pour soi, parce que mes parents ne l'ont pas toujours fait. Et j'ai vu aussi parfois la souffrance, le mot est pas trop fort, la souffrance que ça infligeait notamment à ma maman, et je ne veux pas revivre ça. Je pense, et c'est en ça aussi que c'est important de se préserver, c'est important de garder du temps pour soi et ouais, je veux pas vivre ce qu'elle a vécu, donc forcément on comprend que prendre soin de soi, c'est très, très essentiel. Comment on fait pour prendre soin de soi ? Comment on fait ? Déjà, on peut se faire aider. Psychologiquement, j'entends. Moi, je sais que c'est mon cas. Je me fais aider très, très régulièrement. Je suis suivie. Je suis suivie par quelqu'un. Et ça fait du bien. Parce que déjà, ça fait du bien d'en parler. Et c'est important de le faire. C'est très, très important de le faire, d'en parler. Alors, d'en parler effectivement à un professionnel, c'est bien parce que lui, il peut aider un petit peu à prendre ce recul qu'on n'a pas toujours. Ça, c'est la première chose. Et puis, d'en parler aussi autour de soi pour essayer de vivre les choses le mieux possible. Parfois, il arrive qu'on se sent bien seul. D'où l'importance d'être effectivement bien entouré. Quand je dis bien entouré, c'est par des gens de qualité, des gens de cœur. C'est important d'avoir des oreilles attentives et des oreilles compréhensives aussi. Même si je reste convaincue que ce rôle d'aidant, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne se rend pas compte de la charge que c'est, véritablement. Est-ce qu'on arrive à préserver des moments plus légers dans une relation aidant-aidé ? C'est vrai que quand on est aidant, on a tendance à penser beaucoup aux choses du quotidien, mais la notion de plaisir, on a tendance à l'oublier un petit peu, et que même si les personnes elles perdent leur mobilité, elles en ont besoin de ça, comme nous on en a besoin. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, et du coup l'entourage est très très important dans ces cas-là, parce que ça nous remet un peu ça en face. Moi je sais que mon conjoint par exemple pense beaucoup à ça, et ça c'est vrai que c'est... Ouais, heureusement que l'entourage est là. Enfin, en tout cas pour ma part, parce que j'aurais tendance, et je pense que malheureusement c'est un peu naturel, j'aurais tendance à ne penser qu'aux besoins fondamentaux. Est-ce que ton père met des mots sur cette situation ? Alors oui, il en parle et il n'a pas le moral, forcément, parce que de se voir diminuer, de se voir être obligé de marcher en déambulateur ou en fauteuil alors qu'il était super valide, oui, forcément c'est compliqué pour lui, c'est compliqué moralement. Souvent il me dit « Oh ma pauvre Aurélie, qu'est-ce que je te fais subir ?»
heureusement que t'es là. Ça, c'est une phrase que j'entends, je vais pas dire toutes les semaines, mais quasiment. Donc oui, pour lui, c'est compliqué. C'est compliqué moralement, c'est compliqué parce qu'il est tout à fait conscient que sa situation à lui est pas simple, que celle de ma sœur n'est pas simple non plus. Mais à côté de ça, il est très touchant parce que je vois bien qu'il fait tout ce qu'il peut pour. Il a des mots extrêmement. J'ai la chance et ça c'est une chance aussi, parce que j'ai conscience que c'est pas le cas de tout le monde. J'ai un papa qui est extrêmement gentil en fait avec moi et je sais que le peu où il peut penser à des choses ou il le fait quand même. Puis il a des mots gentils. Quand on se fait une sortie tous les deux, je suis content, je sors avec ma fille. Et ça a pas de prix ces petites phrases-là, ces petits mots-là. Et c'est en ça aussi que le rôle d'aidant, il a quelque chose de beau. C'est des situations qui sont difficiles, mais c'est aussi des petits moments comme ça, un peu de bonheur, parce que quand je vois que mon papa il est content et qu'il me le dit, en plus, ça c'est des choses qui font énormément plaisir et qui nourrissent aussi, parce qu'ils n'ont pas la même vie que nous. Nous, on se déplace comme on veut, on a envie d'aller quelque part, on y va. Pour eux, c'est beaucoup plus compliqué et leur vie elle est beaucoup plus confinée. Moi, je sais que quand je repars de chez mon père ou de chez ma sœur, j'ai un sentiment d'utilité, en fait, qui est tellement plus important. Et ça aide à relativiser sur plein de choses de la vie aussi. Et à mettre des mots sur pourquoi on le fait. Quand on a ne serait-ce qu'une petite reconnaissance, ok, je sais pourquoi je le fais. Et ça permet c'est ça aussi le rôle d'aidant. C'est de rendre la personne qu'on a en face de soi, de lui rendre la vie plus facile, de lui rendre la vie plus, même si je mets ça entre guillemets, plus heureuse. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est une des choses très positives du rôle d'aidant du rôle d'aidant. Et c'est super précieux. Et la reconnaissance du rôle des aidants par la société, c'est important ? C'est tellement un rôle, encore une fois, difficile, avec une charge mentale très présente, que d'être reconnu par la société, de dire tout ça, je le fais pas pour rien. Et c'est normal qu'on ait besoin de reconnaissance. Tout le monde a besoin de reconnaissance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la société nous aide pas beaucoup. Et l'administration, j'ai envie de dire encore moins, parce que c'est extrêmement compliqué. Enfin, on est parfois confronté à des choses qui n'ont mais ni queue ni tête. Où il faut s'adresser à telle personne. Ah non, finalement, adressez-vous à un tel. Ah non, mais finalement, c'est pas moi qui gère ça. Donc adressez. Enfin, on n'en finit pas. Ça prend un temps mais monstrueux. Il y a des dossiers, il y a certains dossiers pour demander des aides, ça prend des mois. Il faut tel et tel justificatif, c'est super compliqué à avoir. Enfin, vraiment, aujourd'hui, la société nous aide pas. La société n'épaule pas vraiment et c'est pas reconnu. Et c'est bien dommage. Et ça, le rôle d'aidant aussi aide à ça, je trouve, à être un peu plus combatif, finalement. À se battre, en fait, pour les gens qu'on aime et à obtenir ce qu'on a envie d'obtenir parce qu'après tout, les situations l'exigent, quoi. Les situations l'exigent, on y a droit et il faut le faire. Vraiment, faut le faire. Comment envisager l'avenir quand on est face à un proche en perte d'autonomie ? Il n'existe pas de réponse parfaite ou unique à cette question. Aurélie et son père ont pris la décision ensemble. À sa sortie de l'hôpital, il s'installera dans une résidence autonomie, celle où réside la sœur d'Aurélie. Une décision qu'ils ont prise ensemble, pour lui et pour elle. Alors, ce que j'espère, c'est que déjà que mon papa aille un peu mieux, que son état s'améliore un petit peu, même si je ne crois pas à une autonomie à 100%, mais en tout cas qu'ils se sentent mieux moralement aussi. Et puis donc on espère que mon papa ait une place en fait dans la même résidence autonomie que où est ma sœur. Donc ça, j'avoue que ça me simplifiera un petit peu la vie aussi. Et puis ça leur permettra d'être ensemble. C'est hyper important, c'est même essentiel aujourd'hui. Ça permettra à ma sœur de profiter de son papa un peu plus aussi. Et voilà. Et qu'ils soient réunis et puis j'ai envie de dire, on va continuer, de toute façon. Et puis, continuer à, soit mettre en place les aides qui sont nécessaires, soit, puis que moi, je sois présente pour eux de toute façon, tout en me préservant. J'insiste encore, mais voilà comment j'espère les choses demain. Que les deux soient rassemblés et puis qu'on continue à s'en occuper du mieux que possible et le plus sereinement possible. À chaque instant, un podcast produit par AG2R La Mondiale.